Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Un autre regard, je suis Teddy Rabahi. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager une nouvelle interview avec Pank. Aujourd'hui on va un peu lever le mystère sur l'hypnose. On a souvent une étiquette un peu effrayante, on va me faire faire ce que je veux, qu'est-ce que c'est vraiment, l'inconscient, le subconscient. Aujourd'hui je vous propose à travers cette interview de pouvoir éclaircir un peu tout ça. Il faut savoir un truc, c'est que quand je lui ai écrit un mail pour éventuellement se rencontrer, il m'a dit j'ai des idées qui ne plaisent pas à tout le monde. Et ça, j'ai adoré. C'est exactement ce que je cherche sur ma chaîne. C'est des gens qui ont un autre regard et qui justement nous amènent à nous déplacer dans nos certitudes et nous dire et si on regardait les choses sous cet angle. Si cette vidéo vous parle, vous inspire, n'hésitez pas évidemment à la partager, à la commenter, à la re-regarder. N'hésitez pas à vous abonner juste ici. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux Facebook et Instagram. Je vous souhaite un excellent visionnage. Gamin, déjà, je m'intéressais à de la spiritualité sur différents chemins. Moi, j'ai besoin de concret, donc j'ai eu la chance dans les arts martiaux de rencontrer du concret avec un maître de Yichuan, donc un style chinois en interne qui utilise le Qi, qui a apaisé un gars qui venait de mettre un kick et avoir la cheville qui a gonflé. Et donc moi, très empirique, ce qu'il a fait, je lui ai demandé comment il a fait, il me parlait de chi, on a une énergie de vie, etc. Pas de souci. À partir du jour-là, j'ai commencé à pratiquer sur moi d'abord, puis assez rapidement, j'ai eu la chance de pouvoir le faire sur les autres, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans la rue lié au basket, ou des gens qui allaient pas forcément bien. Et ce qui a été top dans le cheminement, c'est que plus je le faisais, plus je développais des choses intéressantes, du type je percevais des éléments schizophréniques à l'intérieur de moi, hein. J'entendais des voix, je percevais des choses. Quand je posais les mains sur les gens, je devais projeter en fait quelque chose et j'avais l'impression de pouvoir lire, percevoir des choses profondes chez les gens. Ce qui m'a donc intéressé petit à petit, et mes sessions étaient beaucoup je pose mes mains et je dis tout ce que je vois, je ressens, etc. Pour voir si ça match avec la vie de la personne et pour permettre d'aller mieux. Et après, je faisais des travaux par rapport à ça. Pendant mes études, je rencontre la PNL grâce à mon bahut et à des profs. Et je me suis posé la question à un moment donné, à savoir, est-ce que c'est vraiment la posture, le chi, le ki ou mes chakras ou l'univers qui est en train de faire une action, ou est-ce que c'est une suggestion que moi-même je construis au travers de tout ce rituel-là qui fait qu'il y a un impact. Et donc c'est là où j'ai commencé à petit aller plus loin dans la PNL, puis plus loin dans la PNL aller découvrir l'hypnose ericksonienne, puis plus loin dans l'hypnose ericksonienne aller découvrir d'autres types d'hypnose, d'autres psychopratiques, les énéagrammes, l'AT, le processcom, plein d'autres choses. Et qui petit à petit moi m'a emmené à dire ok, l'énergétique je le laisse plutôt de côté parce que je trouve que à partir du moment où j'arrivais à faire les mêmes sur quelqu'un qui, et là je vais utiliser le mot sujet parce que c'était sur de l'expérimentation, avec les mêmes sensations, même perception, même vision, tu vois, hallucination, etc. Je me suis dit bon, peut-être en fait que tout ça c'est juste des rituels qu'on fait depuis des années pour hypnotiser, et que l'hypnose, en tout cas la notion de transe et l'exploitation de la transe est pour moi le cœur du sujet. Plus que la manière dont tu vas le faire, si c'est avec les mains, avec les anges, les archanges, une prière, qui reviendrait pour moi au même. C'est de la suggestion. J'ai eu la chance ado de me rendre compte que je créais de l'impact émotionnel sur les gens, je les énervais, je créais de la haine et de la colère. Souvent les gens me parlaient parce que c'était pas bien. Je les faisais péter un câble, donc ils avaient ce qu'on appelle une catharsis, développement émotionnel, une explosion émotionnelle, qui les libérait. Après, moi, j'étais objet de transfert, donc ils m'aimaient plus, ils me parlaient plus, mais ils allaient mieux. En tout cas, c'est ce qu'ils me disaient les semaines et les mois après. Et donc là, pareil, hypnose sismique, c'est un peu cette idée-là, c'est que si tu viens au cabinet, c'est pas pour que je te fasse des bisous et que tu ailles bien, c'est que tu vas t'en prendre plein la gueule, tu vas prendre super cher, ça se trouve, tu vas ressortir, tu vas être encore pire qu'avant, mais ça va bouger. Beaucoup de gens ont peur de l'hypnose. Souvent, quand j'en parle autour de moi, les gens sont effrayés. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi? Ce qu'on observe beaucoup en hypnose de façon générale, c'est qu'il y a une assimilation entre
L'hypnose qu'on peut proposer en cabinet est l'hypnose de scène. Donc ce qui marque l'esprit, c'est l'hypnose de scène. En hypnose de scène, on a l'impression que les gens sont endormis, n'ont plus pouvoir, plus contrôle. Et c'est souvent la notion de contrôle qui revient chez la plupart des partenaires, qui se disent « je vais perdre contrôle et on va me faire et dire des choses que je ne veux pas ». Ce qui est faux. On ne peut pas. On va toujours aller là où la personne est prête à aller. Et c'est là où c'est d'autant plus amusant. Les gens vont dire « mais moi jamais je ferai ça » et ils vont sur scène et ils font ça. C'est-à-dire qu'entre ce qu'ils connaissent réellement d'eux-mêmes et ce qu'ils sont réellement, il y a un delta qui est énorme. Tu vas sur scène, tu dis je vais voir un spectacle de Mesmer, cool. Tu sais que si tu as envie de jouer le jeu jusqu'au bout, tu as déjà fait le déplacement, tu as payé ton billet, tu es sur place, tu fais des pré-tests, etc., etc. En fait, tu t'es donné plein de feux verts. Exactement. Tu as des yes, ce qu'on appelle un yes set en PNL. Tu entraînes un ensemble de yes. Et c'est un travail psychique qui fait je suis OK, 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 je suis OK. Et donc les personnes sont OK pour. C'est ça qui est génial. C'est des gens qui disent non mais j'avais pas envie. Attends, t'es descendu sur scène. Si t'avais vraiment pas envie, t'aurais même pas tendu les bras la première fois qu'il te l'a demandé. Et tu connais les règles. Tu sais que ça se passe comme ça et qu'il va te faire des trucs un peu loufoques. Mais t'es déjà assez OK pour ça. Pareil en cabinet, la personne elle est OK pour parler de sa vie. Ça dépend après le cadre du praticien. Moi par exemple, les gens ils sont OK pour me parler de leur vie. Aller voir quelqu'un pour suivre une thérapie, par exemple d'hypnose, c'est parce qu'effectivement, ils ont la méconnaissance d'eux-mêmes. C'est souvent ça, hein, c'est pas conscient hein, quand ils disent ça. Mais c'est se dire souvent, je vais pouvoir soit révéler des choses que je veux pas, à soi-même, hein, pas forcément au thérapeute, il te connaît pas et puis il en a rien à faire, soit trouver des choses qu'ils pensaient qu'ils avaient réglées, mais qu'en fait, ils n'ont pas réglées. Et tu vois, c'est en gros pour eux, aller dans le subconscient veut dire, je vais aller gratter et chercher de la merde et j'ai pas envie. J'ai pas envie de souffrir. Et tu vois, c'est ce moment où tu te dis, je connais ce que je vis, c'est subconscient, c'est un pattern répétitif. Je le connais. Ouais, à chaque fois que je vais là, j'ai mal au ventre. Ouais, mais je le sais. Mais si je vais voir un gars qui va me dire que ça, c'est lié à ma mère, je dis n'importe quoi, et qui blablabla, ça, je suis pas confort. Il va falloir que je me repose des questions vis-à-vis de ma mère. Non, pas moyen. Alors justement, tu parles du subconscient. Est-ce que tu peux nous dire à quoi servent l'inconscient, le conscient et le subconscient? Ces trois aspects, on les retrouve dans ce qu'on appelle la transe. Donc, la transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient. Le conscient, c'est quoi? C'est mémoire à court terme, logique, analyse et volonté. C'est pour ça que souvent, quand on veut, on ne peut pas. C'est dur. Hein. C'est en fait, la logique et l'analyse ne permettent pas. Tu peux te dire, logiquement, j'ai deux jambes, j'ai un cœur, j'ai une bonne condition physique, je pourrais faire un marathon. Sauf que le subconscient et l'inconscient surtout, le corps, va dire on court jamais plus de 5 minutes, notre cœur va exploser, j'y crois pas, etc. T'as beau le vouloir, consciemment, tu dis je peux, mais en fait non, tu peux pas. Parce que ton inconscient, subconscient vont pas être OK. Donc ça, c'est les 4 éléments du conscient. Le subconscient, c'est quoi? Mémoire à long terme, émotion, valeurs, croyances, pattern, c'est-à-dire schéma répétitif que tu as mis en place pour en gros simplifier ta vie. Quand tu te brosses les dents, tu n'es pas en train de te dire tiens, comment je prends ma brosse à dents, comment je mets mon dentifrice dessus, et est-ce que je le fais comme ça, ou comment? Tu ne te poses plus la question. Pourquoi? Parce que tu as simplifié au maximum. C'est des patterns. Alors ça, c'est sur des trucs du quotidien, mais sur tes problématiques de vie, à chaque fois que je fais ça, je vis ça, oui, c'est une simplification. Dès que je vois une araignée, j'ai peur. C'est juste le schéma le plus rapide. N'oublie pas, hein, notre esprit, il est feignant. Il optimise. Minimum d'effort, maximum d'efficacité. Je vois une araignée, je crie et je cours. C'est mieux que se dire c'est qu'une araignée, c'est des petites papates, c'est pas dangereux, etc. Toi, tu vois le process. Donc en fait, il a simplifié tout ça pour nous faire gagner vers ce qui est essentiel. Parce que c'est toujours ça, on est toujours dans un rapport de survie à la base. Et donc s'axer sur les choses qui sont réellement importantes. Et l'inconscient, c'est l'ensemble des éléments du corps, sympathique, parasympathique, que tu ne maîtrises pas, qui est automatisé. À partir de quand l'inconscient, le conscient et le subconscient se mettent en place chez l'humain? On va dire que la plupart du temps, la première chose qui vient chez l'humain, c'est l'inconscient. C'est notre côté instinctif. Donc, tu as l'inconscient, et petit à petit, à mesure que l'enfant va se développer en tant que fœtus,
on peut commencer à dire qu'à partir du moment où il ressent des émotions, le subconscient est en train de se créer. Le conscient, c'est un petit peu plus tard. On estime que l'enfant est complètement opérationnel à 7 ans. C'est pour ça qu'avant, on parlait du petit Dom. À 7 ans, tu pouvais travailler, etc. Parce que tu as le conscient, le subconscient, l'inconscient. Première chose, c'est l'inconscient. Après le subconscient, dès que tu commences à avoir des émotions, tu vas commencer à enregistrer et créer des patterns qui ne vont pas être que des patterns instinctifs, battement de cœur, pleurer pour manger, etc. Comprendre. Ah, maintenant je sais que si je mets une émotion de pleurs, ma mère elle arrive avec un sourire. Là, ça devient du subconscient, c'est plus de l'inconscient. Et c'est là où tu commences à avoir un cheminement qui se met en place. L'enfance est un état hypnotique. Les parents te disent un truc, ils le répètent, et tu t'aperçois à 20, 30, 40 piges que tu as des réflexes, comment tu nettoies ta vaisselle, ou comment tu mâches, tu fais attention de ne pas ouvrir ta bouche, ou tu mets ta main devant la bouche quand tu bailles. Bah, ça a été de la suggestion qui est passée, c'est un état de transe qui a été validé, hypnotiquement parlant. La rêverie, c'est un état de communication entre ton conscient et subconscient, ton état de jugement, ton facteur de jugement est bas. Les trans d'autoroute, tu conduis, tu fais pas forcément attention. Le cinéma ou un livre, tu as une émotion qui remonte. Tu es bien au courant que le héros à la fin il meurt pas. Tu le sais. Bah, tu as une émotion. Ou l'analgésie anesthésie. Tu tapes quelque chose, tu te rends pas compte, et puis tu rentres chez toi, tu as un gros bleu. Bah, tu t'es anesthésié. Et là, tu as mal. Ah, putain, ça fait mal. Donc, on n'a pas besoin d'y croire. C'est factuellement, on fonctionne tous en transe, avec des trans. Après, tu valides ou tu invalides le fait que quelqu'un puisse te créer des suggestions pour t'orienter quelque part là où tu veux ou ne pas aller. Est-ce que pour toi, le subconscient est lié à l'enfant intérieur? Non, parce qu'en fait, pour moi, l'enfant intérieur, c'est une symbolique. On peut y mettre la symbolique qu'on veut. Tu peux très bien te dire, voilà, tu vas parler à ton subconscient, et ton subconscient, c'est l'enfant de 5 ans, donc c'est ton enfant intérieur. Mais moi, dans ma manière de travailler, l'enfant intérieur, il n'existe pas, quoi. Il existe autant que le conscient, l'inconscient, subconscient, ça, moi, sur moi. C'est juste une symbolique ou une cartographie de l'esprit que je vais utiliser à un moment donné dans un outil stratégique que je vais mettre en place. En t'écoutant, je me dis finalement, mais est-ce qu'on est si conscient de ce qu'on dit en général? Souvent, on dit je suis adulte, je suis responsable, je fonctionne comme ça, je fais ça. Mais finalement, est-ce qu'on l'est tant que ça? Je pense qu'on fait 80% des choses de manière complètement automatisée. Je reprends comment tu te brosses les dents. Tu te poses pas la question. Comment tu vas choisir tes couleurs et tout. Tu n'es pas en train de te dire, ah, je suis en train de choisir mes couleurs. Tu sais, ça j'aime pas. Tout ça, c'est automatisé. Combien, en fait, de vraies décisions tu prends dans ta journée de manière consciente? Quand tu vas au boulot, tu prends toujours le même chemin. Tu te rends même plus compte que tu appuies sur ton frein, etc. Tu te rends même plus compte que ton bâtiment il est comme ça ou que les employés ils sont comme ça. C'est tellement devenu une habitude, tu n'es plus en train de conscientiser toutes les choses. C'est l'enfant qui a un petit peu, tu vois, ce côté faire c'est quoi, et ça, tu ne le fais plus. Parce que tu as automatisé une bonne partie de ta vie. Pourquoi? Parce que ton énergie, tu veux la mettre ailleurs. Notre part de décision, notre part de choix, elle est très très petite. On est des automates. Regarde les enfants, ils s'automatisent, on apprend à les automatiser. Regarde les personnes âgées, ou même toi, moi, plus on prend de l'âge, plus on se pose, tu vois, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on pose des rituels. Tu ritualises des choses. Et même dans tes voyages, tu peux voyager tous les jours. Tu vas avoir tes rituels pour prendre l'avion. Tu sais comment faire ton sac. Tu le fais de telle manière. Quand tu vas dans un pays, tu sais que tu vas d'abord voir ce gars, s'il y a un truc comme ça dans tel endroit. Même les trucs qui devraient te mettre dans une zone nouvelle d'inconfort, bah non, en fait, tu le ritualises. Donc, tu te rends compte qu'on a très peu de notions de décision réelle, complète, avec l'attitude qui suit. Tu peux très bien dans ta tête décider des choses, mais tu vas voir que tu vas te comporter autrement. On a créé, on était une feuille blanche. Tu commences à mettre des premières indications dessus. Et tu répètes tout le temps ces indications-là. Tu fais des expériences, tu dis, ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tiens, à chaque fois que mon père dit ça, il se passe ça, donc qu'est-ce que je dois faire? Réponse. Réponse survivaliste, réponse au mieux. Je réagis comme ça. Ah, ma mère est comme ça. Elle me donne de l'amour comme ça, mais elle ne m'en donne pas comme ça. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Notion survivaliste, l'enfant est dépendant de l'adulte.
je vais tenter de. Donc tu crées des stratégies. Tu crées des stratégies qui sont dans tes patterns. Souvent, on a soit adhésion, je répète le même schéma, soit les gens vont dire, ah mais attends, carrément, et t'as tort, tant que t'as faux. Pourquoi? Parce que en fait, moi je fais l'inverse. Oui, ça s'appelle de la réaction. En fait, t'es encore en binaire. C'est soit j'adhère, soit je refuse. Ouais, mais moi, mon père, il faisait pas de sport, moi j'en fais à fond. Ouais, d'accord, mais donc ta référence, c'est quelqu'un qui fait pas de sport. Oui, donc c'est ton père. Oui, mais je fais l'inverse. Bah donc, t'es juste en réaction. T'es pas en liberté de choix. Tu vois, c'est là où ça devient compliqué. Alors qui est aux commandes? Bah, c'est toi. C'est qui toi? C'est le je suis. Dans l'absolu, t'es ni conscient ou conscient-inconscient, t'es ni toi, moi sur moi. T'es juste toi-même. Dans l'entité entière que tu es. Mais pour moi, tu vois, je reviens à un truc très entité de base, c'est ton cerveau. Tu es ton cerveau. Tu es de la chimie, tu vois. Je vais même être beaucoup plus terre à terre. Tu es juste de la chimie. Après, une des grandes questions, moi, qui est là depuis que je pense que je suis enfant, c'est la notion de conscience. Est-ce que la conscience, donc, qui peut être créée à la fois par le cerveau, ou peut-être qui est ce qui va nourrir le cerveau, ça j'en ai pas vraiment d'idée, et peut-être à l'extérieur de nous. D'où les voyages astraux, d'où les choses qu'on peut faire au travers de notre conscience qui, pour certaines civilisations, qui passent de vie en vie, etc., etc. Mais ce que l'on est, nous, c'est ce que l'on perçoit à un moment donné comme étant nous. On ne peut pas dire autre chose. On peut se projeter à dire on est une entité, une âme, on est un extraterrestre ou on est de X vie. Mais en tout cas, le moment où tu es dans la conscience de toi, dans l'instant, c'est le seul moment où tu peux te prétendre être toi. Donc en fait, il a ni temps ni espace, parce qu'il est que dans l'instant, et il n'est pas dans la projection, parce que justement le présent tue la projection ou la régression. Nous, on est là. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est là. Quand tu vas le monter, on ne sera plus. Est-ce que pour toi, l'être humain est libre? Non. Non, on n'est pas libre du tout. Moi, j'ai pas une vision sexy des choses, hein, du tout. Hein. J'ai pas une vision humaniste dans le sens positif, joli, beautiful et tout ça. Non. Moi, j'ai un truc, on est des putains de machines. Et avec des choses très positives et avec plein de vices. Notre grosse différence avec l'animal, c'est qu'on a la possibilité de penser et de créer au travers de cette pensée. C'est-à-dire de mettre en forme ce qu'on est en train de penser. Et tu vois, avec les années d'expérience, c'en est même incroyable de te dire waouh, j'ai eu X milliers de personnes et au bout du compte, c'est toujours les mêmes problèmes. Toujours. Et de cultures différentes. Toujours. Tu retomberas toujours sur les mêmes patterns initiaux. Et là, tu dis, oh. Après, c'est comment tu les as vécus et l'histoire que tu as derrière qui sera différente. Mais au bout du compte, on est des robots qui, après, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le binaire, avec le 0-1, bah, tu peux créer un univers complexe. Mais au bout du compte, tu n'étais qu'en 0-1. Ça, moi sur moi, ou conscient, subconscient, inconscient, ou partie de moi, enfant intérieur, parent intérieur, etc. On n'est que un. On reste une seule et unique personne. C'est nous dans notre entièreté. Après, on a des notions dites justificatives sur tout. Une partie de moi ne veut pas. Parce que on va jouer sur des dilemmes de réflexion et de pensée. Mais globalement, tu n'es qu'un être humain avec un cœur qui fonctionne d'une manière, etc. Tu es un, et même tes pensées, c'est pas mon enfant intérieur ne veut pas et mon adulte il veut. Non, c'est juste, je veux pas. Et si j'avance pas dans ma vie, et si je fais pas, c'est quand je dis ça à mes partenaires, t'imagines bien qu'ils me détestent, quoi. Et quand tu dis non, mais t'es responsable de tout ça. C'est toi le responsable. Tu as décidé d'être dans cette merde-là. Et t'as décidé de pas t'en sortir. T'as vu 10 partenaires, 10 praticiens avant, et tu dis que personne n'arrive à t'aider. Non, eux, ils peuvent y arriver. C'est juste toi qui n'as pas envie d'être aidé. Ne mets pas la responsabilité sur les autres. C'est nous qui voulons pas. Oui, mais c'est pas de ma faute si j'ai ci, ça. Ok, mais à partir du moment où les gens commencent à t'offrir de nouvelles possibilités et que toi, tu n'adhères à aucune d'elles, c'est toi qui veux pas aller mieux. En gros, la personne a suffisamment de bénéfices, même à en mourir, plutôt que d'aller dans un vase, dans un élément de changement. Donc, tant que la balance, elle ne fait pas ça, il restera toujours là. À quel point l'hypnose peut avoir un impact sur un comportement ou sur une maladie chronique? Tu as l'hypnose dite solutionniste,
C'est-à-dire, tu as un symptôme, on résout ton symptôme pour que tu l'aies plus. Et là, tu as des feedbacks qui sont juste ahurissants. Pas toujours, hein, il faut absolument pas... mais tu as des trucs de ouf avec des phobies que tu vois en 2-3 minutes disparaître. Tu vois des gens ne plus être addicts à des trucs ou arrêter les somnifères au bout d'une séance. Quoi. Des trucs de ouf. Mais pour moi, on est juste en train de mettre du patch. On enlève la coupure. L'effet, mais pas la cause. Exactement. Moi, je suis plus dans ce que j'ai appelé hypnose durable, quoi, thérapie durable, etc. C'est dire, on va prendre du temps pour aller chercher des causes et comprendre les patterns, donc conscience des choses, pour passer en gros d'un mode automatique, tu as ta bagnole automatique, tu fais pas attention des vitesses que tu passes quand elle passe, etc., à reprendre manuel, à te dire tiens là je monte dans les tours, ou là ça devient rouge, ou là il faudrait peut-être que je passe ma vitesse, ou là je vais peut-être ralentir ou freiner, tu choisis ce que tu vas faire. Je transmets au maximum dans mes vidéos et tout, à dire aux gens allez chercher plus loin. Alors c'est peut-être plus long, mais au bout du compte, tu vois, moi j'arrive à vivre de ça, alors je suis une hypnose qui est complètement à côté de celle magique, entre guillemets, solutionniste, et les gens en fait ils sont contents de se sentir mieux en ne travaillant pas le problème qu'ils ont. J'ai conscience que la qualité de nos pensées et de notre esprit impacte notre corps, mais quelles sont les limites de l'hypnose pour guérir une personne? Ah bah moi j'ai dépassé mon cancer ou j'ai dépassé tel truc, mais d'autres personnes qui ont fait les mêmes traitements, ils sont morts. Donc les limites, elles vont là où la personne est prête à aller et où la biologie est quand même pas trop partie en couille. Tu vois. Parce que on peut me dire, ouais, mais les cellules peuvent se régénérer. Oui, pas de souci. C'est une personne sur 1 million ou 2 millions. Donc si tu es cette personne-là, je suis OK. Si tu ne l'es pas, tu mourras comme tout le monde. Donc les limites, c'est très physio, très basique. Tu vois, tu commences l'hypnose en phase terminale du cancer. Je pense qu'à 90% du temps, tu vas mourir. 90, je suis gentil. 99% du temps, tu vas mourir. T'avais un gars qui bossait plus ou moins avec de l'hypnose, avec le travail en alpha et tout ça, qui prenait les cancéreux en phase terminale, il les faisait vivre 3 ans de plus. Voilà. Ça, c'est possible. Mais tu n'empêches pas la mort, tu n'empêches pas la maladie d'évoluer, tu n'empêches pas certains trucs. Donc, moi, je suis très terre à terre. J'étais le premier à me dire on peut tout faire avec, mais je me suis rendu compte qu'en fait, on est limité par essence, humainement parlant. On revient sur cette notion-là. Donc, on est là, ici. Même si notre esprit va super loin, notre corps nous ramène à des réalités somptueuses. Il y a des moments, c'est ce que je me pose comme question avec les personnes âgées. Tu dis, est-ce qu'on va lui casser les couilles avec le fait qu'il faut qu'il retourne à un problème avec sa mère, il a 79 ans, 80 ans, peut-être rien à foutre, tu vois. Mais par contre, si ça l'apaise, à un moment donné, de faire une symbolique de rupture avec sa mère et que sa douleur, elle descend d'1 point ou 2 points, je le fais. Mais ça n'enlèvera pas qu'il est dans la douleur et que tel truc. Peut-être sa douleur chronique deviendra moins intense, voire même elle disparaîtra, mais ça n'enlèvera pas qu'il a son corps. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. La pensée, complètement OK avec toi. Le problème, c'est pas parce qu'on va la traiter que les conséquences de ce qui ont été fait pendant 1, 10, 20, 30, 40 ans de cette pensée-là vont disparaître. Qu'est-ce qui se passerait dans la vie des gens s'ils arrivaient à comprendre et à écouter leur inconscient et leur subconscient? Et est-ce qu'il y a une capacité énorme à découvrir? Je pense que ça serait le bordel. Parce que plus tu commences à écouter ton subconscient, plus tu te dis, mais en fait, ce que je veux consciemment va pas forcément avec ce que je veux subconsciemment. Il y aura pas mal de deals, d'échanges. Par contre, il y aura une vraie richesse sur, ah mais en fait, je pensais que j'étais ça, mais en fait, pas du tout. Une plus grande sincérité, je pense, vis-à-vis de soi. Je pense que ça nous amènerait à moins de mensonges vis-à-vis de soi-même, plus de bienveillance, parce que tu vois, on accepterait des côtés qu'on veut complètement mettre ailleurs, et on deviendrait dès lors plus responsable de nous-mêmes. Parce que ça ne serait pas de la faute des autres, mais parce qu'au fond de nous, on sait très bien que ça, on n'a pas envie, ou on n'a pas fait l'effort, ou on a menti, etc., etc. Qu'est-ce que tu inviterais les gens à faire vis-à-vis d'eux-mêmes? D'avoir la curiosité, en fait, d'aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, que ce soit lumineux ou que ce soit obscur. Et que l'hypnose est un chemin qui est sympa. Pourquoi qui est sympa? C'est un bon chemin, il n'est pas toujours sympa. C'est un bon chemin pour y aller. Et ça permet de reconnecter pour les gens un peu plus spirituels à des formes de méditation qui sont connues depuis la nuit des temps, mais de manière plus rationnelle et moins symbolique.